cette édition, le Soudan a rappelé ce mercredi son ambassadeur en Éthiopie au moment où les tensions montent à la frontière entre les deux pays. Le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert ce mercredi à Kigali. Enfin, en Tanzanie, le vice-président de la région semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, est décédé 3 semaines après la révélation de son hospitalisation en raison du Covid-19. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par le Nigeria où le président a ordonné ce mercredi une opération pour sauver 42 personnes, dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays. Ceci 2 mois après le rapt massif de 344 adolescents dans une région voisine qui avait provoqué un émoi mondial. Des hommes armés ont attaqué le collège-lycée gouvernemental de Kagara, un pensionnat situé dans l'État du Niger. Les bandits ont attaqué l'école vers 2 h mercredi. En tout, ils ont pu enlever 42 personnes, a déclaré mercredi à l'AFP Mohamed Sani Idriss, commissaire à l'information du gouvernement local. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école. Ils ont emmené 27 élèves avec 3 enseignants. Un élève a été tué sur place. Ils ont également enlevé 12 membres de famille des enseignants, a-t-il ajouté. C'est le dernier bilan que nous avons établi après des vérifications, a-t-il précisé. Dans la matinée, une source sécuritaire et un officiel avaient affirmé que des centaines d'élèves avaient été enlevés dans cette attaque. Selon un communiqué, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages, avait déclaré une source sécuritaire. Depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre de violences de la part de groupes criminels qualifiés localement de bandits qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Ces bandes criminelles sont motivées par l'appât du gain, mais certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. C'est notamment le cas de celle qui avait kidnappé en décembre dernier 344 élèves dans un pensionnat de la ville de Kankara dans l'état de Kassina. Le Soudan a rappelé ce mercredi son ambassadeur en Éthiopie au moment où les tensions montent à la frontière entre les deux pays. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères. La décision de Khartoum intervient au milieu de tensions croissantes entre les deux pays voisins d'Afrique de l'Est au sujet de la région frontalière où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan. Le Soudan et l'Éthiopie se disputent cette région frontalière de quelques 250 km² de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux pays d'Afrique de l'Est. Dimanche, le Soudan a accusé l'Éthiopie d'avoir autorisé ses troupes à entrer dans son territoire, un acte d'agression et d'escalade regrettable selon Khartoum. En janvier, l'Éthiopie avait accusé Khartoum d'avoir fait avancer les troupes dans la région frontalière. Depuis, les autorités soudanaises ont interdit le survol de la région frontalière après avoir accusé un avion militaire éthiopien d'avoir franchi ses frontières, ce qu'Addis Abeba a démenti. El Fashaga borde la région éthiopienne du Tigré, où un conflit meurtrier a éclaté en novembre entre les autorités fédérales et locales et poussé des dizaines de milliers d'Éthiopiens à fuir au Soudan. La dispute territoriale entre les deux pays intervient au moment où ils tentent de trouver un accord avec l'Égypte au sujet du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. Khartoum a annoncé dimanche l'échec de ses pourparlers. Le Soudan a rappelé son ambassadeur à Addis Abeba pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes, a déclaré à l'agence France-Presse le porte-parole du ministère Mansour Boulad. C'est une procédure diplomatique courante lorsqu'il y a des développements dans les relations entre deux pays, a ajouté Mansour Boulad, en expliquant que l'ambassadeur ne retournerait à son poste que lorsque les consultations seraient terminées.
Pendant ce temps, au Rwanda, le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, s'est ouvert ce mercredi à Kigali. C'était lors d'une séance qui a vu l'ancien hôtelier et ses avocats contester la compétence du tribunal, où il est notamment jugé pour terrorisme. À l'ouverture du procès, Paul Rusesabagina et ses avocats ont contesté la compétence du tribunal. Appelé à la barre pour s'identifier, il a fait valoir sa nationalité belge. Je vais le répéter, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Je ne suis pas rwandais, je suis belge. Le dossier devrait le mentionner, a-t-il déclaré, vêtu d'un masque chirurgical et de l'uniforme de couleur rose des prévenus. Si un citoyen belge est expulsé légalement vers le Rwanda, il peut être jugé sur place. Mais est-ce ce qui s'est passé? Il faut examiner la manière dont il a été arrêté, parce qu'elle n'est pas conforme à la loi, a déclaré son avocat Gatera Gachaba. Le procureur Bonaventure Rouberwa a, lui, souligné la nationalité rwandaise des parents de Rusesabagina et a ajouté que ce dernier n'avait jamais renoncé à sa citoyenneté. Il a été signalé à une autorité belge comme un Rwandais détenant également la double nationalité belge. Le tribunal devrait donc ignorer sa demande, a-t-il estimé. Paul Rusesabagina s'était vu refuser une libération sous caution qu'il avait demandé en raison de problèmes de santé. Mais il a nié toute implication dans leur crime. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé qu'il ait un procès équitable et le Parlement européen a demandé sa libération. Paul Rusesabagina est visé par 13 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Il comparait avec 20 autres personnes. Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide et qui a tué 800 000 personnes, principalement des Tutsis. Le vice-président de la région semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, est décédé. Son décès intervient 3 semaines après la révélation de son hospitalisation en raison du Covid-19. La Tanzanie se disait jusqu'à récemment libérée de la Covid, mais la contestation grandit sur place face à une augmentation du nombre de morts, officiellement en raison de pneumonie. L'infection au coronavirus et l'hospitalisation à Zanzibar de Seif Sharif Ahmad, 77 ans, leader de l'opposition locale depuis plus de 30 ans, avait été rendu public le 31 janvier par son parti, l'ACT Wazalendo. Ahmad est mort ce matin à l'hôpital national Muhimbili à Dar es Salaam, où il était hospitalisé depuis le 9 février de cette année, a déclaré mercredi à la télévision officielle Ali Hassan Mwinyi, président de Zanzibar. La nation a perdu un patriote. Je déclare 7 jours de deuil et le drapeau national sera en berne pendant 16 jours, a-t-il ajouté. Dans un message publié sur Twitter, le président de la Tanzanie, John Magufuli, a également exprimé ses condoléances à la famille du disparu et à l'ACT Wazalendo. Aucun des deux leaders n'a évoqué la raison du décès. La Tanzanie a publié pour la dernière fois des chiffres officiels sur les infections au coronavirus en avril 2020 et a annoncé 1 mois plus tard, en défiance au test, avoir testé positif au Covid-19, une papaye, une caille ou encore une chèvre. En juin, John Magufuli, le président tanzanien, avait affirmé que les prières avaient sauvé son pays et l'avait déclaré libéré de la Covid. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé en Afrique du Sud après un report initial lié au doute sur l'efficacité contre le variant local des vaccins d'AstraZeneca achevés en premier lieu par le gouvernement. Des travailleurs de la santé ont été les premiers à être vaccinés, suivis par le président Cyril Ramaphosa. La première dose du lot de 80 000 vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson a été administrée devant les caméras à une infirmière en maternité de l'hôpital de Kayelisha, important township du Cap. Le président Cyril Ramaphosa y a été vacciné dans la foulée. C'est un jour important pour notre pays, a-t-il déclaré, assurant que le programme de vaccination se déroulera sans heurts.
Livrés en toute discrétion tard dans la soirée à l'aéroport de Johannesburg, les précieux vaccins qui s'administrent en dose unique ont été transférés dans un local sécurisé avant d'être distribués dans plusieurs centres de vaccination à travers le pays. Les premières vaccinations sont destinées aux 1,2 million de membres du personnel de santé. Une livraison supplémentaire de 420 000 doses est attendue dans les prochaines semaines, a assuré le gouvernement. Au total, 9 millions ont été commandés au laboratoire américain. Ils seront complétés par 20 millions de vaccins Pfizer et l'Afrique du Sud recevra aussi d'autres lots via l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine. À la traîne dans la course à la vaccination, l'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par la pandémie, devrait commencer à immuniser sa population de 59 millions au début du mois avec 1 million de vaccins britanniques de l'Alliance AstraZeneca-Oxford. Ce premier lot avait été réceptionné début février en grande pompe en présence du président Ramaphosa sur le tarmac. Le vaccin Johnson & Johnson serait efficace au moins à 57% contre le variant selon une étude. L'Afrique du Sud traverse une deuxième vague de coronavirus largement causée par le variant local réputé plus contagieux. Il compte près d'1,5 million de cas d'infection et plus de 48 300 décès. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. If they want to get you, they'll get you.